Bonjour à toutes, bonjour à tous. Séance numéro 4 du cours de la responsabilité civile pour les étudiants du semestre 3 en droit, section française. Nous poursuivons notre cours à la lumière des plans adoptés et nous arrivons au chapitre 2e relatif au domaine de la responsabilité civile. Et comme on l'a déjà expliqué, étudier le domaine de la responsabilité civile, c'est essayer de délimiter le champ d'application de la responsabilité civile par rapport aux autres régimes de responsabilité juridique d'une manière générale. Donc c'est essayer de comprendre et de tracer les frontières entre les règles de la responsabilité civile et les autres régimes de la responsabilité juridique d'une manière générale, raison pour laquelle ce chapitre est divisé en deux sections. La première, les frontières externes qu'on a déjà vues, c'est-à-dire les régimes juridiques de responsabilité qui se trouvent à l'extérieur de la responsabilité civile, et la deuxième, les frontières internes, c'est-à-dire à l'intérieur même de la responsabilité civile. Donc ce chapitre, on l'a déjà dit que c'est un chapitre à la fois nécessaire et important parce que la responsabilité civile entretient des liens ou des rapports parfois très étroits avec les autres types de responsabilités et ce chapitre va nous permettre de faire la distinction entre la responsabilité civile qui fait principalement l'objet de notre cours par rapport aux autres régimes de responsabilité. Donc, la responsabilité civile entretient des liens, on l'a déjà vu la séance précédente, parfois on peut rencontrer des interférences, comme on l'a vu entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, ou même parfois des confusions, comme on va voir pendant cette séance, entre la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle. Et donc, cette séance dans le cadre de cette séance, on va étudier la section deuxième qu'on a intitulée les frontières de la responsabilité, les frontières internes de la responsabilité civile. Avant de commencer la séance, un rappel du contenu de la séance précédente, la séance numéro 3. Séance numéro 3, on a étudié les frontières externes de la responsabilité civile, c'est-à-dire le régime de responsabilité qui se trouve à l'extérieur de la responsabilité civile, notamment la responsabilité pénale et la responsabilité administrative. Et on a consacré plus de temps à la responsabilité pénale en raison de l'importance, en raison des liens plus étroits qui lient la responsabilité civile avec la responsabilité pénale. Et comme on l'a déjà expliqué, le but c'est essayer de distinguer, de comprendre ou de tracer les frontières entre ces deux régimes de responsabilité. Ce tableau qui s'affiche devant vous, c'est comme un résumé de la séance et comme une sorte de comparaison entre ces différents régimes. Donc, par rapport à la responsabilité pénale, on a expliqué que le point de départ, le fait générateur, c'est la violation d'une loi pénale en vertu des principes de l'égalité. Pas d'infraction sans une loi, sans une règle de loi qui le précise d'une manière déterminée et d'une manière très claire. En revanche, par rapport à la responsabilité civile, le point de départ ou le fait générateur, c'est tout fait ou faute de nature à causer un dommage à autrui. Ça pourrait être, et là qu'on a une interférence, ça pourrait être la violation d'une règle de droit pénal, ça peut être n'importe quel fait ou faute de nature à causer un dommage à autrui. Et pour la responsabilité administrative, c'est le même domaine de la responsabilité civile, sauf que ce fait est l'œuvre d'une administration ou d'un agent de l'administration. Par rapport aux parties dans la responsabilité pénale, on a précisé que toujours dans la responsabilité pénale, les parties, on a le ministère public représenté par le procureur de roi ou le procureur général
des droits contre l'auteur de l'infraction, dans la mesure où il s'agit d'une violation d'une règle de droit pénal, d'une violation d'une règle qui touche à l'ordre public. Donc l'auteur de l'infraction sera poursuivi par le ministère public, alors que dans la responsabilité civile, c'est le responsable et la victime, deux individus, deux personnes privées. C'est un dommage qui peut être causé de différentes natures, et on aura l'occasion de revenir sur cette question. La différence principale essentiellement entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile réside dans les sanctions. Dans la responsabilité pénale, c'est la sanction pénale, c'est soit une amende, emprisonnement ou une autre sanction de nature répressive, alors que dans la responsabilité civile, c'est principalement la réparation en dommages et intérêts et exceptionnellement une réparation en nature. Réparation en nature, c'est-à-dire essayer de réparer le dommage sans le fait de verser une somme d'argent. C'est-à-dire si il s'agit, par exemple, le fait, si on peut donner un exemple simple, le fait de casser la vitre d'une voiture, de quelque chose, la réparer en nature, réparer la vitre ou démolir une mur, reconstruire le mur, etc. Donc voici un résumé par rapport à la séance numéro 3. Nous allons commencer la séance numéro 4 et nous allons commencer cette séance dans le cadre de la section 2e sur le domaine interne de la responsabilité civile. Donc, séance numéro 2, les frontières internes de la responsabilité civile. Les frontières internes, à partir de l'intitulé ou à partir de l'expression, je pourrais avoir une idée générale sur le contenu de ce que je vais étudier. Donc interne, c'est-à-dire à l'intérieur même de la responsabilité civile, il existe deux ordres ou deux catégories de la responsabilité civile. Lorsqu'on dit responsabilité civile, on vise à la fois une responsabilité délictuelle, ou on l'appelle aussi une responsabilité extra-contractuelle à l'extérieur du contrat, comme on peut viser, deuxième catégorie de la responsabilité civile, une responsabilité contractuelle. Bien sûr, le régime applicable, parfois on a des choses qui se ressemblent, parfois des éléments différents entre ces deux types de responsabilités. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsqu'on dit responsabilité civile, donc on vise à la fois responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Lorsque je dis, et ce sera aussi dans mes développements, lorsque je dis responsabilité juridique, donc la responsabilité, le terme est en général, donc ça peut être une responsabilité civile, ça peut être une responsabilité pénale, ça peut être une responsabilité administrative. Mais lorsqu'on précise, si je dis responsabilité civile, donc ça peut être ces deux ordres. Ici, je dois être encore précis, donc je dirais responsabilité civile délictuelle ou simplement responsabilité délictuelle, qui est aussi la responsabilité contractuelle. La différence entre ces deux ordres de responsabilité réside essentiellement dans les dispositions, dans le fondement juridique, et là on parle de fondement juridique, c'est-à-dire la base légale. Pour la responsabilité délictuelle, c'est les articles 77 et suivants d'ailleurs des obligations et des contrats, et pour la responsabilité civile contractuelle, c'est les articles 228 et suivants du d'ailleurs des obligations et des contrats. Par rapport au plan de notre section, la section numéro 2, ou aux objectifs de cette section, donc l'objectif ou la finalité d'étudier les frontières internes de la responsabilité civile, c'est essayer d'avoir une idée globale sur la responsabilité contractuelle. On a étudié le contrat dans
dans S2 et on a vu certains éléments, notamment les sanctions par rapport en cas d'inexécution du contrat. On a vu les types des sanctions en cas d'inexécution du contrat. On a parlé d'une manière rapide de la responsabilité contractuelle et à présent nous allons étudier avec plus de profondeur la question de la responsabilité contractuelle. Donc, c'est première finalité. Deuxième finalité, c'est essayer, et c'est la deuxième finalité découle en quelque sorte de la première, c'est essayer de faire la différence entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Essayer de faire la différence parfois, parce que parfois c'est un peu difficile de faire la différence entre les deux ou de savoir quel type de responsabilité peut-on invoquer pour demander réparation. Donc on dit que la responsabilité, c'est-à-dire le fait d'obtenir réparation du dommage causé. Cette section numéro 2, donc on va l'étudier dans le cadre de 3 paragraphes. Paragraphe premier, généralité sur la responsabilité contractuelle, et paragraphe deuxième, c'est le paragraphe le plus important auquel on va consacrer plus de temps, les conditions de la responsabilité contractuelle ou la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Paragraphe 3, l'aménagement conventionnel de la responsabilité contractuelle. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir ce paragraphe 3 dans cette séance. Donc, cette séance, on va voir paragraphe premier et le paragraphe deuxième. Commençons donc par le paragraphe premier, généralité sur la responsabilité contractuelle. Deux points importants dans ce paragraphe. On va voir les caractéristiques de la responsabilité contractuelle. Ensuite, nous verrons d'une manière rapide la notion de la responsabilité contractuelle dans le cadre de grand P. Donc, grand A, les caractéristiques de la responsabilité contractuelle, ce qui caractérise la responsabilité contractuelle. D'abord, la responsabilité contractuelle, on dit que c'est une notion critiquée, c'est-à-dire on a une partie de la doctrine. La doctrine, c'est l'interprétation de la loi par les juristes ou le professionnel du droit. Donc une partie de la doctrine pourrait constituer une source du droit de la règle de droit. Je vous rappelle ça, le cours de introduction à l'étude du droit. Une partie de la doctrine conteste même l'existence d'un régime ou d'une notion de la responsabilité contractuelle. Pourquoi? Par la simple mesure qu'elle considère que les dommages et intérêts octroyés en cas de responsabilité contractuelle ne constituent pas une réparation, mais constituent simplement un mode d'exécution du contrat par équivalent, et non la réparation de de quelconque préjudice. C'est-à-dire, la responsabilité contractuelle, on dit, c'est la réparation d'un préjudice. Pour cette partie de la doctrine, elle dit qu'il n'y a pas de responsabilité contractuelle, mais cette réparation ou la somme d'argent constitue que une exécution par équivalence, c'est-à-dire une exécution. Au lieu d'exécuter le contrat comme c'est prévu dans les stipulations contractuelles, on va l'exécuter autrement par équivalent. Donc, c'est une critique que on précise au départ, mais sachant que la majorité de la doctrine, bien sûr, est d'accord, et même le législateur, et même dans la réforme du droit français, on utilise le régime et la notion de la responsabilité contractuelle. Première caractéristique qu'on vient de voir, la responsabilité contractuelle est une notion critiquée par une partie de la doctrine. Deuxième caractéristique de la responsabilité contractuelle, on dit que c'est une responsabilité spéciale. C'est une responsabilité spéciale. Donc, lorsqu'on je dis spécial, donc je vais dire le contraire, c'est général. C'est une responsabilité spéciale par rapport au régime de la responsabilité civile délictuelle, c'est-à-dire extra-contractuelle. Elle est spéciale parce qu'elle est limitée dans un cadre contractuel. Alors que la responsabilité délictuelle est une responsabilité, on dit que c'est une responsabilité générale, c'est une responsabilité de droit commun. Elle implique un devoir général qui s'impose à tous. Le devoir d'agir sans nuire. Donc, alors que la responsabilité contractuelle, elle est très limitée uniquement lorsqu'il s'agit d'un contrat. On aura l'occasion de revenir sur cette question du cadre de la responsabilité contractuelle. Autre caractéristique de la responsabilité contractuelle réside dans
la mise en demeure du débiteur. Dans la responsabilité contractuelle, la mise en demeure du débiteur, c'est un préalable important, c'est un préalable nécessaire pour le créancier avant d'engager la responsabilité contractuelle. Donc, c'est-à-dire avant d'engager, avant de porter l'affaire devant la justice et de demander réparation, préalablement, dans le régime de la responsabilité contractuelle, il faut mettre en demeure le débiteur. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en demeure le débiteur? Et on l'a déjà vu ça l'année dernière, donc c'est dans le semestre numéro 2, lorsqu'on a étudié le droit des obligations et plus exactement le droit du contrat. La mise en demeure, c'est l'interpellation formelle faite par écrit, invitant le débiteur ou son représentant à exécuter ses obligations dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans le cadre d'une forme écrite, on va demander, on va inviter d'une manière formelle le débiteur à exécuter ses obligations. Avant d'engager la responsabilité civile, généralement on lui envoie un courrier avec accusé de réception dans lequel on somme le débiteur de payer ou d'exécuter ses obligations contractuelles. Donc il faut l'inviter d'abord à exécuter ses obligations contractuelles. Ici, malgré cette invitation, malgré la mise en demeure du débiteur, ce dernier n'exécute pas ses obligations, on le considère comme un débiteur défaillant et ainsi le créancier peut procéder aux autres démarches afin d'engager la responsabilité du débiteur. Donc les autres démarches, soit une exécution forcée, si cela est possible selon la nature de l'obligation, soit la résolution du contrat et le versement d'une réparation pécuniaire, des dommages et intérêts. Donc voilà les caractéristiques de la responsabilité contractuelle. Une mise en demeure est un préalable nécessaire. La responsabilité contractuelle est une responsabilité spéciale et la responsabilité contractuelle est une notion critiquée par une partie de la doctrine. Grand B, la notion de la responsabilité contractuelle. Commençons par une définition. Qu'est-ce qu'on veut dire par responsabilité contractuelle? La responsabilité contractuelle, c'est l'ensemble des dispositions ou des règles applicables à l'obligation qui pèse sur le contractant défaillant de réparer le dommage causé à son contractant. Donc, c'est toutes les règles qu'on applique en cas de défaillance d'un débiteur. Donc, on est dans la responsabilité contractuelle, on est dans un contrat, on a le créancier et le débiteur. Donc, le débiteur, une fois qu'il est déclaré défaillant, et on va voir ce que ça veut dire défaillant après sa mise en demeure, il est obligé ou on va engager ce régime qui va conduire à la réparation des dommages causés à cause de la défaillance du débiteur qui n'a pas exécuté ses obligations. La défaillance du contractant, la défaillance du contractant, elle réside dans l'inexécution du contrat. En cas d'inexécution de contrat, soit est une exécution totale ou une exécution partielle, soit il n'exécute pas totalement le contrat, soit juste une partie. Par exemple, il ne paye pas la totalité des prix, il paye une partie. Il était engagé de construire un bâtiment, il construit juste une partie, donc c'est une exécution partielle. Soit une exécution du contrat, soit une mauvaise exécution de contrat. La mauvaise exécution de contrat, ça peut être un retard dans l'exécution. Il était engagé d'exécuter le contrat dans un délai d'1 an. Il est toujours en retard même après l'écoulement du délai prévu dans le contrat, ou une exécution défectueuse. Donc, ce qu'on veut dire, la défectuosité, donc c'est la mauvaise exécution du contrat qui va priver l'objet de la prestation du débiteur de tout ou une partie de son utilité. Donc, c'est-à-dire, le créancier, il attendait une utilité, il attendait quelque chose, par la mauvaise exécution par le débiteur, donc le créancier est privé de l'utilité de la prestation
promise par le débiteur. Donc c'est ce qu'on veut dire par une exécution défectueuse ou par la défectuosité en domaine de responsabilité contractuelle. Donc ça c'est par rapport à la définition, la défaillance du contrat. Troisième point sur la réparation. Donc on vient de dire que la responsabilité contractuelle rassemble les dispositions relatives à l'obligation qui pèse sur le contractant défaillant. Donc on vient de voir la défaillance. De réparer, on va voir la réparation. Donc la réparation peut être de deux sortes. Soit une réparation en nature, on vient de le préciser, donc il n'a pas construit la maison, il doit la construire, donc c'est une réparation en nature, il a démoli quelque chose, il doit le reconstruire, etc. Ou une réparation pécuniaire sous forme de dommages et intérêts. Et les dommages et intérêts, c'est une somme d'argent versée au créancier, versée par le débiteur au créancier, donc une somme d'argent qu'on appelle dommages et intérêts. Et dans les dommages et intérêts, on distingue, c'est une distinction donc générale, c'est juste pour la connaître, et on ne va pas à chaque fois s'arrêter sur cette distinction. On distingue entre ce qu'on appelle des dommages et intérêts moratoires et des dommages et intérêts compensatoires. Moratoires parce que la somme d'argent est destinée plutôt à réparer le préjudice éventuel causé par le retard du débiteur. Donc, lorsque parfois vous entendez des intérêts moratoires, c'est-à-dire que cet argent, elle vise à réparer le préjudice causé par le retard. Donc, on l'appelle des dommages et intérêts moratoires. Et cela, même si le débiteur a fini par exécuter totalement ses obligations, il peut toujours être sanctionné pour le retard. Et la nature de cette sanction, on l'appelle des dommages et intérêts moratoires. Et on a aussi une autre catégorie, dommages et intérêts compensatoires. Compensatoires, c'est-à-dire elle répare le préjudice causé par l'inexécution du contrat. Donc c'est juste une précision, mais lorsqu'on ne va pas à chaque fois s'arrêter sur cette distinction, on dira des dommages et intérêts d'une manière générale. Enfin, dernier point par rapport à la responsabilité, par rapport à la question de la responsabilité contractuelle avant d'entamer le paragraphe deuxième, c'est pour le fondement juridique. Donc les règles qui s'appliquent à la responsabilité contractuelle sont les règles qui figurent dans les daïrs des obligations et des contrats notamment, et c'est les règles c'est les articles 228 et suivants du Code du commerce. Paragraphe numéro 2, les conditions de la responsabilité contractuelle. Dans ce paragraphe, il s'agit d'étudier les conditions nécessaires ou même obligatoires à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. C'est-à-dire à partir de quel moment la victime peut engager la responsabilité contractuelle. Ces conditions de responsabilité contractuelle ressemblent ou sont même identiques aux conditions de la responsabilité délictuelle, mais pourtant, certaines différences existent entre les deux régimes. Donc, raison pour laquelle on dit identité de conditions, différence des régimes d'application. Par exemple, donc pour voir cette différence ou cette ressemblance entre les deux types de régimes, dans la responsabilité délictuelle, la responsabilité civile en général, on a le responsable et la victime, et l'objectif de la responsabilité, ce qui est la réparation, c'est effacer ce dommage. Donc l'idée, effacer le dommage, c'est-à-dire replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de dommage, par le fait de la réparation. Donc l'objectif de la réparation va replacer, normalement l'objectif c'est effacer le dommage, c'est-à-dire replacer la victime dans la situation initiale avant la survenance du dommage. Dans la responsabilité contractuelle, c'est presque la même idée. Donc l'idée c'est de placer le créancier, là on parle dans la responsabilité contractuelle, on parle de créancier,
le créancier, c'est la victime. C'est de placer le créancier dans la situation ou la situation qui aurait été la sienne si le débiteur avait correctement exécuté ses obligations contractuelles. Donc, je répète, donc c'est replacer ou placer le créancier dans la responsabilité contractuelle, c'est la victime. Donc la victime de quoi? La victime de l'inexécution du contrat, de la mauvaise exécution du contrat. Donc placer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne, donc c'est la même situation si les débiteurs avaient correctement exécuté le contrat. Donc les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle sont de 3 conditions. Donc, sans ces conditions, la responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Ces conditions doivent exister, donc sont nécessaires pour établir ou pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Première condition, le fait générateur ou la faute. Deuxième condition, le dommage. Et la troisième condition, le lien de causalité. Donc, lorsqu'on va étudier la responsabilité délictuelle, on verra que c'est les mêmes conditions, mais bien sûr, donc, il y a des différences importantes. Donc, commençons par la première condition, le fait générateur ou la faute. Quant à le fait générateur ou la faute, le fait générateur ou la faute, c'est essentiellement ce qu'on appelle un manquement contractuel. Donc, de manière générale, le fait générateur correspond à l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. Donc, il s'agit d'un manquement contractuel. Quelle est la nature de ce manquement contractuel? C'est une exécution ou mauvaise exécution du contrat ou retard dans l'exécution du contrat. Le retard dans l'exécution du contrat, on peut le faire entrer dans le cadre d'une mauvaise exécution du contrat. C'est ce qui figure à l'article 263 du Daïr des obligations et des contrats. Donc, sa première condition, la faute qui consiste dans un manquement contractuel. 3 points nécessaires afin d'étudier cette première condition. Le premier point, la nécessité d'un contrat. Donc, l'exigence d'un lien contractuel entre les deux parties, le responsable et la victime, le créancier et le débiteur. Donc, la faute trouve sa source dans un contrat. Deuxième point, le principe ou la règle de non-cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. C'est-à-dire que, en demandant la réparation, que ce soit la victime ou le créancier victime aussi, donc il ne peut pas cumuler entre le régime de la responsabilité contractuelle et le régime de la responsabilité délictuelle, raison pour laquelle on essaye d'étudier, de voir les différences pour voir quel régime pourrait être appliqué. Vous allez voir que lorsqu'on va rentrer dans des cas pratiques, dans des situations plus concrètes, ce n'est pas facile de faire la différence, de savoir quel régime peut-on appliquer. Donc, deuxième point qui est le principe de non-cumul, c'est-à-dire on ne peut pas cumuler, on ne peut pas bénéficier à la fois du régime de la responsabilité contractuelle et du régime de la responsabilité délictuelle. On verra les détails lorsqu'on va étudier ce deuxième point. Troisième point, la preuve du manquement, comment prouver ce manquement ou comment prouver la faute contractuelle. Donc, 3 points qu'on va voir dans le cadre de la première condition qui est le fait générateur ou la faute. Après, on a la deuxième condition qui est le dommage et la troisième condition qui est le lien de causalité entre la faute et le dommage. Donc, on va commencer par le premier point, l'exigence de lien de causalité. Ah, pardon, premier point, l'exigence de lien contractuel, pas de lien de causalité. Rappel, donc, pour savoir est-ce qu'on est dans une situation, est-ce qu'il y a un contrat ou il n'y a pas un contrat. Donc, imaginez, donc, pour voir d'une manière plus claire, imaginez la situation. On est dans une situation de fait où on a une victime qui souhaite obtenir réparation suite à une faute ou un manquement. Donc, la première chose, lorsqu'on étudie la responsabilité contractuelle, c'est dans le cadre de cette situation, on doit voir est-ce qu'il y a un contrat ou non. Donc, pour cela,
on doit d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un contrat. On doit revenir au cours de l'année dernière parce que c'est qu'est-ce qu'il y a un contrat, qu'est-ce que c'est qu'un contrat, est-ce que dans cette situation il y a un contrat ou non. Donc la définition qu'on a déjà vue l'année dernière du contrat, tout simplement, le contrat peut être tacite, peut être express. On a déjà vu ça l'année dernière, on ne reviendra pas. D'une manière générale, le contrat, c'est un accord de volonté qui va produire des effets juridiques. Il va produire des obligations en vertu de laquelle, de ces obligations, le créancier peut exiger quelque chose du débiteur. Donc, un accord de volonté produisant des obligations. C'est un contrat. Donc, c'est à chaque fois qu'on a une situation, on regarde est-ce qu'il y a un accord de volonté qui va produire des effets juridique pour savoir quel régime peut-on appliquer. Est-ce qu'on va appliquer le régime de la responsabilité contractuelle ou le régime de la responsabilité délictuelle? Dans cette situation, à chaque fois qu'on est à chaque fois qu'on a une situation de réparation, donc première chose, on va exclure les situations dans lesquelles il n'y a pas de contrat. Donc s'il n'y a pas de contrat, donc c'est le régime de la responsabilité délictuelle. Donc on est en dehors du cadre contractuel. Quelles sont ces situations? Première situation, période précontractuelle. On a deux parties, deux sociétés qui sont en négociation dans un cadre pour conclure un contrat. Donc la période avant la conclusion du contrat, période de négociation pour arriver à un accord. Supposons qu'un dommage, qu'une personne estime qu'elle a subi un dommage, donc il souhaite obtenir réparation, engager la responsabilité de l'autre partie. Il n'y a pas encore de contrat, on est dans une période de négociation. Donc, dans la mesure où le moment de la faute, ce n'est pas le contrat, donc le contrat n'a pas été conclu, les dommages subis relèvent de la responsabilité extra-contractuelle ou la responsabilité délictuelle. Donc, supposons les deux parties étaient dans le cadre de négociation ou de pourparlers. Une partie n'avait pas l'intention réelle de conclure le contrat. Le but, c'était juste de faire perdre du temps à l'autre partie pour lui faire perdre une occasion où un des contractants il a exercé des manœuvres frauduleuses que l'autre partie a découvert et a renoncé à la conclusion du contrat. Donc c'est une faute, donc il peut demander réparation. Donc dans ce cas-là, il doit se baser sur le régime de la responsabilité délictuelle. C'est l'article 77, tout fait de l'homme qui cause un dommage autrui doit le réparer. Donc on va voir dans le titre deuxième. Donc on est dans une étape pré-contractuelle, donc étape avant la conclusion du contrat. Deuxième cas où on va exclure le régime de la responsabilité contractuelle de la période post-contractuelle, c'est-à-dire après la fin du contrat. Donc le contrat après fin. Donc si on peut exprimer mieux, donc le contrat après fin, à ce moment-là, donc on a une des parties qui souhaite obtenir réparation pour une faute ou pour un manquement, quelle que soit sa nature. Donc, mais le contrat a déjà pris fin entre les deux parties. Donc, pareil, donc dans ce cas-là, dans cette situation, la victime doit engager la responsabilité délictuelle et non pas la responsabilité contractuelle. L'exemple qu'on a d'une manière très simple, je viens de vous parler donc lorsqu'on est dans une situation, on doit voir d'abord est-ce qu'il y a un contrat ou non. Donc, prenons un exemple plus concret pour voir les choses d'une manière plus claire. Vous prenez un billet de train et vous êtes victime d'un accident. Donc, vous souhaitez obtenir réparation. Vous êtes victime, vous souhaitez obtenir réparation. Donc, le responsable, supposons le responsable, c'est l'Office national de chemin de fer. Donc, première chose, est-ce qu'il y a un contrat ou il n'y a pas un contrat? Donc, revenons à la définition. Un accord de volonté en vertu de quel
le créancier s'oblige à... Non, le créancier peut obliger le débiteur à exécuter une obligation. Donc, ou il y a un accord de volonté qui va produire des obligations. Donc, vous souhaitez prendre le train, vous avez pris un billet. Effectivement, il y a un accord de volonté et qui produit des obligations. Votre obligation, c'est le paiement du prix, l'obligation du transporteur, c'est de vous transporter du lieu X à lieu Y. Donc, il y a effectivement un contrat. Donc, dans cette situation, on va voir quel est le régime qu'on va utiliser. Donc, vous êtes victime, quel est le régime applicable pour obtenir réparation. Le contrat donc, commence lorsque les clients pénètrent dans le train et jusqu'à l'arrivée du lieu X jusqu'à l'arrivée au point Y. Si le dommage est arrivé dans ce cadre-là, donc on peut se baser sur le régime de la responsabilité contractuelle. Si avant de prendre le train, donc on est dans une période pré-contractuelle, avant la conclusion du contrat, il n'y avait même pas un contrat. Ici, vous estimez que la responsable des dommages, c'est l'ONCF, l'Office national des chemins de fer, donc vous pouvez obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non la responsabilité contractuelle. Et pareil, une fois que les clients descendent du train, c'est la fin du contrat. S'il lui arrive un dommage dans la gare, c'est la responsabilité délictuelle. Donc un dommage par exemple pour la gare, il heurte un chariot ou il glisse sur le sol, le sol était glissant, il souhaite obtenir réparation par rapport à cela. Donc c'est hors le cadre contractuel, il est déjà descendu du train, donc c'est le régime de la responsabilité délictuelle. Donc, voilà une situation concrète afin de comprendre le régime, quel régime est applicable, régime de responsabilité contractuelle ou régime de responsabilité délictuelle. Cette situation était déjà arrivée dans la jurisprudence, on a des arrêts, je pense aussi bien au Maroc qu'en France. Au Maroc notamment, on a des arrêts de la justice d'un avocat qui a pu obtenir réparation suite à un retard excessif du train. Donc le retard excessif du train, c'était une mauvaise conclusion du contrat, c'était un retard dans l'exécution du contrat qui est un contrat de transport. L'avocat ou la personne, le client victime a pu obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Supposons que ce client a subi un dommage dans la gare lorsqu'il a descendu du train, donc à ce moment-là, ce n'est pas une responsabilité contractuelle, c'est une responsabilité délictuelle. Donc, première situation, donc on vient de voir deux situations pour exclure la responsabilité contractuelle. La période pré-contractuelle, avant la conclusion du contrat. Deuxième, c'est la période post-contractuelle, c'est-à-dire une fois que le contrat a pris fin. Troisième situation, c'est le cas d'absence de contrat. Il n'y a pas de contrat entre les parties. Et à ce moment-là, donc, pareil, s'il n'y a pas de contrat, c'est la responsabilité délictuelle. Le cas d'absence du contrat, on va voir des exemples plus pratiques pour comprendre le cas d'absence de contrat. Et la difficulté, parce qu'on est dans une situation où il y a une confusion pour savoir quel régime peut-on engager pour obtenir réparation. Exemple, un acte de courtoisie, transport bénévole, une personne qui vous transporte bénévolement. Donc, il n'y a pas véritablement un contrat entre les deux parties. Donc, si vous arrive un dommage et que la personne responsable, c'était cette personne qui vous a transporté à titre gratuit bénévolement, donc vous pouvez engager la responsabilité, demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, article 77 et suivant, d'ailleurs des obligations et des contrats. Et pareil, restons toujours dans l'exemple ou dans la personne qui a pris le train, si un voyageur effectivement il a pris le train, mais sans acheter son billet, sans l'achat de billet, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation, il n'a pas payé de prix, donc il n'y a pas de contrat entre les deux parties. Donc, il a subi un dommage dans le train, il ne peut pas fonder son régime de réparation sur la responsabilité contractuelle puisqu'il n'y a pas de contrat, il n'est pas
entré dans un cadre contractuel, il n'a pas acheté de billets, c'est le régime de la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle. Et aussi dans les cas où le contrat est non valable, le contrat a été déclaré nul, soit une nullité absolue, soit une nullité relative, et on a vu l'année dernière que la nullité relative ou la nullité du contrat a un effet rétroactif, c'est-à-dire on revient en arrière pour effacer les effets du contrat. Donc c'est comme le contrat n'existait pas à ce moment-là, donc il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de régime de responsabilité contractuelle. Ou on a une troisième personne tierce, donc on est dans une situation où il y a trois personnes, mais le contrat existait uniquement entre les deux personnes, entre A et B. C'est une tierce personne. L'effet rétroactif du contrat veut dire que le contrat ne porte ni profit ni perte à la troisième personne. Donc cette personne n'est pas rentrée dans ce cadre contractuel. S'il souhaite obtenir réparation, en cas s'il estime qu'elle a subi un dommage, c'est le régime de la responsabilité délictuelle. Enfin, dernier point à préciser, que dans certaines professions, malgré l'existence d'un contrat, on a un régime de responsabilité qui est régi par des dispositions légales spéciales. Et par exemple, on a, notamment dans l'organisation de certaines professions, la profession de notaire, on a la loi de 32-09 relative à l'organisation de cette profession, ou en cas de régime de responsabilité, donc on va pas, pour demander réparation, on ne va pas se baser sur le régime de la responsabilité contractuelle d'une manière générale, mais se baser sur ce régime légal spécial. Pourquoi? Tout simplement une règle qu'on a déjà vue, que le spécial déroge au principal. Donc, le spécial déroge au général. Donc, on a des règles générales, mais on a une règle spéciale. On se trouve dans une situation, donc on applique d'abord les règles légales spéciales. Donc voilà les situations dans lesquelles on peut exclure le régime de la responsabilité contractuelle et fonder la réparation sur le régime de la responsabilité délictuelle. C'était le premier point. Donc on va voir le deuxième point sur le principe de non-cumul de responsabilité. Donc, principe de non-cumul de responsabilité, c'est-à-dire donc non-cumul de responsabilité entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. On ne peut pas cumuler les deux responsabilités. Ce principe, c'est un principe qui est élaboré essentiellement par la jurisprudence, aussi bien en France qu'au Maroc, implique deux règles. La première, non-cumul, ça veut dire interdiction de bénéficier à la fois de régime de la responsabilité civile et de régime de la responsabilité délictuelle contre le même auteur, c'est-à-dire le même auteur ou la même personne responsable. Donc on a la même personne responsable, on ne peut pas à la fois demander réparation à cette personne en utilisant les deux régimes, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Donc on ne peut pas bénéficier de ces deux régimes. C'est la première règle. Non-cumul, deuxième règle, et pareil qui est la complémentarité de la première, non-option. C'est-à-dire la victime n'a pas la possibilité de choisir est-ce qu'elle va poursuivre cette personne à la fois avec le régime de la responsabilité, elle n'a pas la possibilité d'obtenir réparation, de poursuivre le responsable en utilisant à la fois le régime de la responsabilité délictuelle et le régime de la responsabilité contractuelle. Donc, on va prendre un exemple très simple pour voir ce cas de confusion et on va prendre un exemple que j'ai déjà signalé ou qui comporte des exemples ou un cas de jurisprudence au Maroc et je vous invite d'ailleurs à chercher cet arrêt. C'est un arrêt de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, tout simplement, on a une personne qui s'est glissée dans un bain public, même, et il a demandé réparation. Donc, le fait qu'il s'est par rapport à cet accident, donc il a subi un dommage, une double fracture grave
qui lui a empêché de travailler et qui lui a donné une incapacité, je pense, de 50%, un peu plus. Donc la situation était grave. Cette personne a demandé réparation en estimant que la personne responsable, c'est le gérant, le propriétaire du bien public. Donc juste pour dire que cette personne, au départ, il a pu obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire l'article 77, toute personne qui a tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui, donc c'est par la faute du propriétaire du bien public qui n'a pas très bien nettoyé le sol ou qui n'a pas pris les précautions nécessaires par négligence qui ont conduit au glissement du client. Donc c'était le régime de la responsabilité délictuelle, mais en arrivant, l'affaire était arrivée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle estime que dans ce cas-là, il faut invoquer le régime de la responsabilité contractuelle. Parce qu'il y a un contrat effectivement entre le client et le propriétaire de hammam ou le gérant de hammam. Donc il y a un contrat, c'est un accord de volonté qui va produire des obligations. Le client a des obligations pour payer le prix et vous connaissez, vous savez très bien les obligations du gérant de propriétaire du bien public. Donc dans ce cas-là, pareil, donc la Cour de cassation elle a dit dans son arrêt que le client doit fonder son action de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur la responsabilité délictuelle. Donc c'est le principe, c'est le deuxième principe, le deuxième point qu'on vient de voir, le principe de non-cumul entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. Ce principe, pour comprendre les choses ou pour résumer les choses d'une manière très simple, ce principe implique des choses. Non-cumul, on ne peut pas utiliser les deux régimes, bénéficier à la fois des deux régimes lorsqu'on est devant le même auteur, même responsable, et en même temps, on n'a pas la possibilité de choisir, on doit invoquer la responsabilité contractuelle. Pourquoi? Parce que la responsabilité contractuelle, c'est un régime spécial, on l'a dit, et le reste pareil dans cette situation, le spécial prime sur le général. Le général, c'est le régime de la responsabilité délictuelle. Donc ce qui a été réglé, l'incident qui était arrivé dans un cadre contractuel doit être réglé dans le cadre du contrat, raison pour laquelle on privilège la responsabilité contractuelle sur la responsabilité délictuelle. Troisième point, sur la preuve du manquement contractuel. Donc, la preuve du manquement contractuel. Le créancier d'une obligation, donc on est dans une situation, il y a une exécution de contrat ou mauvaise exécution de contrat. Le créancier, comment il va prouver la nature du dommage et comment il va prouver ce manquement contractuel? Pour cela, on doit faire la distinction, qu'on a pareil vu l'année dernière, entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens, où le régime de responsabilité de la preuve est différent selon qu'il s'agit d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat. Une obligation de résultat, c'est-à-dire que le créancier doit obtenir un résultat déterminé, alors que dans la responsabilité, dans l'obligation de moyens, le débiteur doit diliger les mesures nécessaires afin d'arriver à un résultat. Et on a déjà vu des exemples comme par exemple le médecin, il a une obligation de moyens, alors que le transporteur ou le vendeur, il a une obligation de résultat. Le régime de la preuve est différent selon la nature de l'obligation. Donc selon qu'il s'agisse d'une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Le cas ou la situation d'obligation de moyens. Dans la situation ou dans l'obligation de moyens, le créancier s'engage de mettre en œuvre les moyens dont il dispose afin de parvenir à un résultat. Donc pour le débiteur, ce n'est pas le créancier, c'est le débiteur. Le débiteur qui s'engage de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour arriver à un résultat. Dans cette situation, donc, pour voir les manières d'une manière simple, le médecin ou l'avocat, un avocat,
débiteur d'une obligation de conseil, une obligation d'assister son client, il s'engage dans le cadre de ces obligations de mettre le nécessaire, de procéder à toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre d'une action en justice, faire gagner son client. Dans ce cas-là, le client lésé, le client qui a subi un dommage, qui est par exemple le client d'un avocat, la victime, le client qui est le créancier lésé de l'obligation de moyens, il doit prouver que le manquement contractuel, le fait générateur de la responsabilité contractuelle, la faute, il doit prouver ce manquement de la responsabilité contractuelle. Comment il doit le prouver? Donc, puisque le débiteur, l'avocat n'a qu'une obligation de moyens, le débiteur doit prouver que cet avocat n'a pas procédé aux éléments nécessaires, aux règles applicables dans le cadre de la profession, afin de lui permettre de gagner son procès. Donc, par exemple, l'avocat n'a pas agi conformément aux règles de l'art. On utilise cette expression. Donc, on dit n'a pas agi conformément aux règles de l'art, c'est-à-dire aux règles de la profession d'avocat. Donc, dans ce cas-là, on compare le comportement de l'avocat par rapport à un autre comportement d'un avocat compétent, diligent. Donc, on disait que une personne diligente, compétente, n'aurait pas agi de telle façon. Je vous donne un exemple très simple. Donc, l'avocat a oublié ou n'a pas interjeté appel, n'a pas fait appel au délai légal. Donc, ce qui a fait perdre au client une possibilité de gagner ou une chance de gagner son procès ou d'obtenir réparation de quelque chose ou quelle que soit la nature de la prestation. Donc, le client doit prouver que le débiteur le créancier doit prouver que le débiteur n'a pas agi conformément aux règles de l'art. Donc, c'est dans cette situation qu'on peut prouver une obligation de moyens. Mais pareil dans le cadre d'un contrat médical ou d'un médecin. Donc le client, la patiente doit prouver que ce médecin n'a pas agi conformément aux règles de l'art de la médecine. C'est-à-dire, normalement, ce médecin, avant de lui prescrire un médicament, il devrait procéder à des vérifications, demander des analyses, des scanners, etc. avant de lui donner un médicament. Il s'avérait que ce médicament lui a causé de dommages. Donc, le client qui demande réparation doit prouver que son médecin n'a pas agi conformément aux règles de l'art. Donc, voilà comment se règle la situation lorsqu'il s'agit du cas d'une obligation de moyens. Lorsqu'il s'agit d'une obligation de résultat. Dans l'obligation de résultat, le débiteur s'engage à fournir un résultat déterminé. Donc pour le débiteur, donc peu importe les moyens, donc pour lui, il doit obtenir un résultat déterminé. Le transporteur d'une marchandise, donc pour lui, il doit recevoir sa marchandise dans le délai prévu. Pareil, dans le contrat de prêt, l'emprunteur s'engage à rembourser, donc obtenir le résultat. Dans cette situation, le débiteur n'a pas à prouver la nature du manquement contractuel. Il n'a pas à prouver qu'il y a une négligence, une diligence. Le simple fait que le résultat n'a pas été atteint permet, donc ça se présume une faute, donc il permet d'engager la responsabilité du créancier de l'autre partie. Donc, raison pour laquelle on dit dans l'obligation de moyens, la faute doit être prouvée. Dans l'obligation de moyens, la faute doit être prouvée. On doit prouver un manquement ou une négligence par rapport aux règles de l'art. Dans l'obligation de résultat,
la faute est présumée. Une fois que le résultat n'a pas été atteint, on présume qu'il y avait une faute de l'autre partie. Donc voilà la question de la preuve du manquement contractuel ou de la faute ou du fait générateur de la responsabilité contractuelle. Grand B, le dommage ou le préjudice. Le dommage et le préjudice, donc c'est la deuxième condition pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Le dommage, commençons par une définition qui se trouve à l'article 264 alinéa 1er des daïres des obligations du contrat. Les dommages ou le dommage, c'est la perte subie et le gain manqué. Donc c'est la perte effective que le créancier a éprouvée, donc c'est une perte éprouvée ou le gain manqué. Ce dommage-là peut être de nature matérielle. Le derrière des obligations de contrat me parle de dommages matériels. Dommage matériel, donc c'est perte éprouvée ou un manque à gagner. Donc le créancier il a perdu quelque chose ou il n'a pas gagné quelque chose, c'est un dommage matériel. Le dommage peut être aussi un dommage corporel comme il peut être aussi un dommage moral. Le dommage corporel, c'est essentiellement lorsque le contrat contient une obligation de sécurité. Une obligation de sécurité, donc dans ce cas-là, il se peut que le client a subi un dommage corporel, donc on va dire que le créancier était défaillant par rapport à son obligation de sécurité. Donc on aura l'occasion de revenir sur la nature du dommage matériel, moral et corporel. Quant à l'étendue du dommage, c'est-à-dire ce dommage-là, il doit être certain, donc si on parle de la certitude qui doit caractériser le dommage doit être certain, c'est-à-dire sa survenance est réellement réalisée, et non juste une éventualité, c'est-à-dire que effectivement le dommage a été réalisé. Donc c'est le principe, le dommage doit être certain. Dans le cadre de ce principe que le dommage doit être certain, on a une exception qui est l'éventualité que le dommage peut être certain, ce n'est pas une exception, plutôt c'est une nuance, peut être certain même qu'il soit futur ou il n'a pas été encore réalisé. Donc on est certain que le dommage arrivera, même si il n'est pas encore réalisé, mais les résultats sont inéluctables. Donc le dommage arrivera, mais mais sa certitude, donc dans ce cas-là, sa certitude est prouvée, mais ses effets sont futurs. Donc ces effets vont être, on va les connaître dans l'avenir, mais ces effets arriveront d'une manière inéluctable. Donc supposons, pour prendre un manque, donc supposons que un client qui n'a pas reçu ou qu'il a reçu très en retard une marchandise, alors que ce client avait des engagements, des livraisons ou la production d'autres marchandises ou matériel. Donc sûrement, puisqu'il n'a pas reçu la marchandise, puisque le créancier était défaillant, sûrement il subira un dommage et ça reste juste une question de temps. Et dans ce cadre-là, de la certitude de dommage, on a la situation, le cas de la perte, d'une perte, de ce qu'on appelle perte de chance. C'est-à-dire un manque à gagner, et on vient de le voir, on a dit que le dommage soit la perte éprouvée ou un manque à gagner, c'est un manque à gagner suite à la perte d'une chance. Donc la personne elle a perdu une chance qui, donc on n'est pas totalement dans le cas de la certitude totale, mais c'est une perte de chance
qui lui a causé un dommage. On va donner un exemple, comme ça vous allez voir. Mais la jurisprudence ne répare le cas de perte de chance que lorsque cette perte de chance est une perte réelle, c'est-à-dire que les probabilités de succès de créancier étaient certaines, ou il y avait des probabilités de succès meilleures. Donc on va prendre un exemple, on va prendre un exemple, par exemple, dans le cas de l'avocat. L'avocat qui n'a pas procédé à une démarche et par exemple n'a pas interjeté appel, et le client a perdu une chance pour obtenir réparation, donc cette perte de chance. Donc normalement, le client avait une grande probabilité afin de gagner son procès. Prenons notre exemple. Par exemple, une personne qui a pris le transport, et dans ce cadre, il est arrivé en retard alors qu'il était en route pour passer un examen. Il a raté son examen ou un concours, il a perdu une chance, donc il a subi un dommage. Donc pour obtenir réparation, on doit voir les possibilités, les probabilités réelles de cette personne que le juge donc apprécie souverainement. Donc c'est ce qu'on appelle le cas de perte de chance qui peut être réparé dans les conditions qu'on vient d'invoquer. Deuxième condition par rapport au dommage, donc on a dit que le dommage doit être certain. Deuxième condition, le dommage doit être prévisible, donc c'est-à-dire prévisible au moment de la conclusion du contrat. Au moment de la conclusion du contrat, le créancier donc avait une idée sur l'éventualité de la nature du dommage s'il n'exécute pas ses obligations. Donc le dommage prévisible est celui dont l'éventualité n'a pu être ignoré par les débiteurs. Exemple plus concret, donc on a un contrat par exemple de transport d'un colis, le colis a été égaré, dans ce colis il y avait des bijoux ou des choses très chères, donc le client a subi un dommage, ce dommage était imprévisible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déclaré ses bijoux. Donc le transporteur ne rembourse que le dommage qu'il a eu connaissance lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire une estimation de la nature du colis. Donc ça, c'est un exemple dans la jurisprudence. Donc raison pour laquelle, lorsqu'il y a le cas de transport de colis, sur le fait, on déclare donc la valeur du colis. Si donc le transporteur il transporte des colis qui n'ont de valeur normale ou de telle valeur, qui n'excèdent pas une certaine somme, si le client n'a pas déclaré, donc le transporteur ne pouvait pas connaître la nature de ce dommage-là. Donc, c'est ce qu'on appelle de la prévisibilité du dommage. Troisième condition de la responsabilité contractuelle, le lien de causalité. Donc le lien de causalité entre le fait générateur, la faute ou le manquement contractuel et le dommage. Il y a un lien de cause à effet entre ce manquement contractuel, une exécution du contrat, le retard du contrat, la mauvaise exécution du contrat, qui a conduit à la survenance d'un dommage causé au créancier. C'est ce qu'on appelle le lien de causalité, c'est-à-dire il y a une relation directe entre la faute et le dommage. On aura l'occasion de revenir au lien de causalité lorsqu'on va étudier la responsabilité délictuelle. Mais généralement, ce qu'il faut retenir, que c'est il faut un lien direct de cause à effet entre la faute ou le manquement contractuel et le dommage subi. Donc, premier point, le lien de causalité. Deuxième point, c'est le cas de rupture de lien de causalité. Dans cette situation, on va essayer d'étudier les causes d'exonération de la responsabilité contractuelle. Donc on parle de rupture de lien de causalité. Cette rupture va libérer le débiteur s'il justifiait de ces causes d'exonération. C'est-à-dire en cas d'arrivée de ces causes qu'on les appelle les causes d'exonération, il y a une rupture de lien de causalité. On ne peut pas engager la responsabilité contractuelle. Donc on vient de dire que la responsabilité contractuelle doit réunir trois conditions. La troisième condition, c'est le lien de causalité. S'il n'y a pas de lien de causalité, il y a une rupture de lien de causalité, ou
on parle de cause d'exonération de responsabilité contractuelle, donc pas de responsabilité contractuelle, pas de réparation. Ces causes d'exonération de la responsabilité contractuelle figurent à l'article 268 des DAIR des obligations du contrat qui nous parle de trois cas. Elle nous parle de la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. Commençons par donc on va étudier d'abord la force majeure et le cas fortuit. Ensuite, on va étudier la demeure des créanciers. La force majeure et le cas fortuit, c'est presque la même chose. Donc la force majeure, le cas fortuit, le cas fortuit est en quelque sorte constitue une force majeure. Donc on ne fera pas la différence entre les deux. On va étudier comme il s'agit d'une synonyme entre la force majeure et le cas fortuit dans la mesure où les deux points visent presque la même chose. Ils donc seront étudiés comme il s'agit des synonymes. Commençons par une définition de la force majeure, définition qui figure au derrière des obligations du contrat. La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tels que les phénomènes naturels, inondation, sécheresse, l'invasion de l'ennemi, le fait de prince, c'est-à-dire une décision de l'administration, une décision administrative, le prince c'est-à-dire le gouvernement, par exemple dans le cas, donc on avait la situation de crise de la pandémie de Covid-19, le fait que par exemple une mesure de gouvernement qui ordonne la fermeture d'un lieu, etc. Donc à partir d'une heure précise, donc on appelle ça le fait de prince. Donc, ces situations rendent impossible l'exécution de l'obligation. Donc, c'est la définition de la force majeure, tout fait que l'homme ne peut prévenir et qui rend impossible, donc on est le cas de l'impossibilité d'exécuter l'obligation. Donc, si on se trouve dans le cas de force majeure comme le cas fortuit, donc le débiteur est exonéré de la réparation parce que il y a une rupture de lien de causalité. Ce n'est pas à cause de cette faute-là que le dommage a été arrivé. On est dans la situation d'une force majeure, al-Quwa al-Qahira. On a une définition de la force majeure plutôt simple dégagée par la doctrine qui nous dit que la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l'activité du débiteur. Donc, chaque étudiant doit connaître par cœur la définition de la force majeure. C'est très simple, un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l'activité du débiteur. L'événement imprévisible lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire au moment de la conclusion du contrat, les parties ne pourraient pas envisager la survenance de tel événement. On appelle l'événement imprévisible lors de la signature du contrat. L'événement est irrésistible. L'irrésistibilité de la survenance, c'est-à-dire le client ne pourrait rien faire. Il ne pourrait pas résister à la survenance. Donc irrésistible lors de la survenance. Donc imprévisible au moment de la conclusion du contrat et irrésistible lors de la survenance de cet événement. Donc l'événement rend impossible l'exécution du contrat. Enfin, troisième élément, extérieur du débiteur. Donc l'événement qui fait obstacle à l'exécution du contrat doit être sans relation avec la personne ou l'activité du débiteur. Ce qu'on appelle extérieur du débiteur. Donc voilà la définition, une définition simple, une définition dégagée par la doctrine pour exiger dans la force majeure trois conditions, imprévisible, irrésistible, extérieure. Cependant, l'évolution de la définition de la responsabilité, de la force majeure a conduit, surtout dans la jurisprudence en France, à exclure la troisième condition qui est extérieure du débiteur. Donc, la jurisprudence, notamment en France, a abandonné ce critère de l'extériorité de l'événement par rapport au débiteur ou à l'activité du débiteur. Et cela a été consacré dans la dernière réforme du Code civil français de 2006.
Donc à chaque fois on revient au droit français parce que s'agissant du DOC ou le droit marocain est inspiré largement du Code civil français. Le Code civil français a été réformé en 2016 et certaines dispositions qui ressemblaient aux d'ailleurs des obligations du contrat ont été modifiées dans le cadre de cette réforme. Et dans ce cadre-là, on a une définition de la force majeure qui figure à l'article 218 du Code civil. Vous pouvez revenir à cet article qui s'affiche aussi dans cette page. Deuxième élément, ou deuxième raison d'exonération du contrat, c'est ce qui figure à l'article 268 qui considère la demeure des créanciers comme cause d'exonération de la responsabilité du contrat. La demeure des créanciers, c'est un cas très rare. Donc, c'est un cas très rare. Donc, c'est le cas où le créancier refuse sans motif valable ou légitime la prestation offerte par le débiteur. Donc, par exemple, le créancier, donc il doit recevoir une livraison, il refuse de recevoir la livraison. S'il refuse de recevoir la livraison, donc c'est par sa faute. Donc, le débiteur ne peut pas être engagé à la réparation. Donc, ce cas de la demeure des créanciers, c'est un cas qui figure à l'article 268 et pareil à l'article 270 qui nous dit que le créancier en demeure lorsqu'il refuse sans juste cause de recevoir la prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation. Donc, c'est-à-dire que l'attitude des créanciers n'a pas aidé le débiteur à accomplir son obligation. Et ainsi, le débiteur se trouve exonéré de son obligation. On ne peut pas engager une responsabilité contractuelle qui va l'obliger à le réparer un dommage dont il n'est pas responsable. Donc nous arrivons à la fin de la séance. Séance prochaine, on va voir le paragraphe 3e relatif à l'aménagement conventionnel de la responsabilité contractuelle. Donc l'aménagement conventionnel de la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire des mesures, des dispositions prévues par les parties à l'intérieur des contrats pour réglementer ou pour régir la responsabilité contractuelle. Donc on verra ça à la séance prochaine. En attendant, donc vous avez cette séance numéro 4, dans laquelle on a étudié la responsabilité contractuelle, notamment les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Donc vous aurez un document qui accompagne ce fichier de présentation de la séance numéro 4, un document par rapport aux travaux dirigés. On va essayer d'organiser sur la plateforme de l'université des travaux dirigés, des séances de travaux dirigés. Et dans les travaux dirigés, on travaille essentiellement l'exercice que vous aurez l'occasion de voir à l'examen. 3 exercices que chaque étudiant doit les connaître, où chaque étudiant est susceptible de passer à l'examen, la dissertation, le cas pratique, et le 3e exercice, la fiche d'arrêt. Donc normalement il y a un commentaire d'arrêt, mais on verra uniquement la fiche d'arrêt pour diverses raisons. Donc là, on va commencer par l'exercice de fiche d'arrêt. Donc, exercice de fiche d'arrêt, il s'agit d'une situation de la jurisprudence, d'un arrêt de la Cour de cassation. On va voir en France, mais vous pouvez aussi voir, et on aura aussi l'occasion de voir des arrêts de la Cour de cassation, malheureusement en arabe. Vous pouvez les traduire, des arrêts de la Cour de cassation au Maroc. Donc, ce sont des arrêts qui traitent la question de la responsabilité civile, la responsabilité intellectuelle ou la responsabilité contractuelle. Donc, la première séance, on va voir un arrêt de la Cour de cassation sur la responsabilité contractuelle. Vous aurez ce document. Donc, votre travail consiste à lire et à essayer de comprendre cet arrêt et à répondre à la question. Donc, tout simplement un arrêt de la Cour de cassation. Donc, c'est une situation de fait relative à la responsabilité contractuelle. On a toujours deux parties, débiteur et créancier. Dans le cadre d'une situation, il y a un dommage qui est arrivé, une partie demande réparation. On verra
et vous allez voir les conditions d'application. Est-ce que, par exemple, le débiteur peut obtenir réparation ou non? Donc, je vous invite à travailler le document et on aura l'occasion de le corriger et de voir la méthodologie de la fiche d'arrêt et la méthodologie la méthode qui va nous permettre de comprendre certains points par rapport à la responsabilité contractuelle. C'est la fin de la séance numéro 4. Donc, je vous remercie. À la séance prochaine.